Salut à tous, aujourd'hui une rediff d'un épisode que j'ai adoré enregistrer avec Vincent Dupuis, qui est cofondateur de Choose. Alors Choose, vous connaissez certainement, on a enregistré cet épisode en septembre 2022, ça va faire presque un an bientôt, c'est l'épisode 179. Choose, c'est une application de curation des meilleures marques. Et j'hallucine sur la vitesse de croissance de Choose depuis l'enregistrement de cet épisode. J'ai l'impression de les voir maintenant partout. Bref, un gros carton. Au moment où on enregistre, elle génère entre 10 et 20 millions de CA et a multiplié ses effectifs par 10. Et on aborde plein de sujets, notamment un pivot de la boîte. Et puis sur cette croissance ultra rapide, les enseignements opérationnels, tech, et en matière d'internationalisation, puisque c'est des sujets abordés pendant cet épisode. Bref, c'était passionnant. Si vous êtes utilisateur de Choose et n'avez pas écouté cet épisode, ou même si vous n'êtes pas encore utilisateur, mais que vous souhaitez en savoir plus, eh bien, je vous souhaite une très très bonne écoute. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du panier. J'ai l'immense plaisir de recevoir Vincent Dupuis, qui est l'un des cofondateurs de Choose. Salut Vincent, ça va ? Bonjour, oui, ça va très bien. Enchanté. Merci Laurent pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être ici. Eh bien écoute, je suis très heureux de te recevoir. C'est Nicolas Simon de La Marque en Moins qui nous a introduit il y a 6 mois. Je connaissais Choose et j'étais très heureux de cette mise en relation. Et tu m'as gentiment fait patienter parce que tu m'as dit on est en plein lancement aux US et ce sera l'un des sujets qu'on abordera aujourd'hui. Le soft launch, le lancement puis l'accélération, puisqu'on est maintenant 6 mois plus tard. Donc tu as déjà quelques enseignements à nous partager. Mais donc j'ai attendu 6 mois, j'ai été patient et nous voilà le 30 août 2022 pour cet enregistrement qui sortira dans quelques jours, dans moins de 10 jours. Chères auditrices, chers auditeurs, Choose fait de la curation à la manière un peu d'un concept store des meilleures marques du moment sur une app mobile. Tu m'en diras plus dans quelques instants, parce que c'était pas le modèle initial. Il y a eu un pivot il y a 4 ans et une grosse accélération suite à ce pivot. C'est une boîte que vous avez fondée avec Timothée et Thibaut en 2015. On est en 2022, ça fait 7 ans. Pivot en 2018, c'est ça ? Exactement. On a commencé à vendre sur Internet à partir de l'année 2018. Parce que Choose à la base était, tu nous le raconteras dans 5 minutes, mais une application qui aidait les marques à choisir, c'était de l'insight, à choisir les produits qu'ils allaient lancer, tester. C'était une plateforme, voilà, un petit peu pour tester nous, comme on l'avait imaginé, c'était pour tester des prototypes de produits en cours de lancement, pour vérifier un peu l'appétence des clients, savoir quel modèle ils préféraient, dans quelle région, etc. Donc ça mixait un petit peu études quali et quanti pour les marques. Et ensuite, en effet, on a basculé sur de l'e-commerce, de la vente en ligne. De la pure vente en ligne. Donc lancé en 2015, pivot en 2018 environ. En 2021, l'année dernière, vous faites entre 10 et 20 millions de CA avec un x3, x4 depuis le pivot. Donc vraiment une grosse accélération. Depuis le pivot, on a en effet des multiplicateurs de croissance assez importants qu'on essaye de conserver et on a encore un petit peu de marge sur le marché français et européen. Mais c'est vrai que ça fait partie de l'histoire d'avoir une vision assez globale et d'essayer de tous les ans faire de la croissance et se rapprocher de ça. Et sachant qu'en plus, on en reparlera sûrement, mais il y a eu les années Covid qui pour nous n'étaient pas bizarrement vraiment des années, c'était pas les années où on a fait le plus de croissance, mais qui nous ont permis de nous rapprocher de... Vous êtes les seuls dans l'e-com. De marques. On a fait de la croissance, mais je veux dire, on a fait des plus gros multiplicateurs d'autres années. Mais ça nous a permis de nous rapprocher de marques qu'on voulait depuis longtemps, qui étaient plus à l'écoute à ce moment-là. 300 000 utilisateurs chaque semaine de l'app. Oui. Et des ventes dont tu vas nous parler dans un instant. On va donc parler de ce métier de la curation qui permet à des marques de se faire découvrir et d'aller toucher de nouveaux bassins d'audience. On va parler de la dimension tech de Choose qui est relativement forte. Vous êtes 3 cofondateurs ingé, c'est ça ? 2 arts et métiers et un normal sup ? C'est exact. Ingé et même aujourd'hui, un tiers de nos effectifs font partie de l'équipe tech ou de l'équipe produit. Ce sera l'un des sujets qu'on abordera, puisqu'en l'espace de 4 ans, vous êtes passé de 8 à 80 aujourd'hui, bientôt 100 d'ici la fin de l'année. C'est ça, c'est la prévision. C'est un gros scale, dont un tiers, tu as dit ? Donc un tiers de tech. L'équipe tech, cool. Et comme je le disais en intro, on parlera de l'international.
qui t'a occupé toi avec ta casquette Ops ces quelques derniers mois. Donc tout commence en 2015. C'est exact. Sur les bancs de l'IAE. C'est exact. En fait, on est comme tu l'as dit, 3 ingés à la base qui on essaye de fuir en fait notre destin d'ingénieur aéronautique qui nous est prédestiné parce qu'on a fait nos études dans le sud-ouest de la France. Et on se retrouve donc à l'IAE, qui est l'Institut d'administration des entreprises, une formation qui était après notre diplôme, donc on était un petit peu sans stress. Nous, on avait déjà validé tout ce qu'on voulait valider. Et on s'est rendu compte qu'on avait énormément de temps pendant cette formation. Donc on s'est très vite rapproché du directeur en lui disant « Monsieur le directeur, est-ce qu'on pourrait avoir une salle pour réfléchir à des sujets, pour juste travailler sur nos projets ?» Et donc le directeur était assez surpris, mais nous a gentiment prêté une salle pendant toute l'année où vraiment on était... donc j'étais avec Tim à ce moment-là et on était tous les jours à écrire des phrases, des projets, des chiffres sur les tableaux blancs. Et à ce moment-là, Thibaut, lui, finit ses études du côté de San Francisco, où il est en stage. Et donc, on interagit comme ça, tous les trois. Nous, on travaille la journée sur tableau blanc, et Thibaut, qui du coup s'occupe de tout l'aspect tech, code, commence à développer des solutions depuis San Francisco. Et avec le décalage horaire, en plus, du coup, il peut bosser quand vous dormez. Exactement. Et inversement, c'est ça ? C'est arrangeant parce qu'on travaille à flux tendu, quoi. On travaille à flux tendu, on travaille à 24 et on se rend compte, le matin, limite, on est un petit peu excité de se réveiller pour se dire, ok, est-ce que Thibaut a pu faire tout ce qu'on avait imaginé la veille ? Et donc ça part comme ça. Et en fait, à ce moment-là, Timothée vient de finir un stage dans une maison de luxe qui fait des souliers. Je vais pas en dire plus, mais bon, l'info est trouvable assez facilement. Et lui, il a passé son stage à détruire des paires de souliers. Attends, juste, c'est quoi comme stage ? C'est un stage de fin d'études d'école d'ingé. Mais c'est quoi la problématique ou l'enjeu pour un mec qui sort de Cachan Ouais, c'est une très bonne question. Je pense que pour le coup, sur les stages, il était un petit peu, c'était pas le bon match. Le bon fit, ouais. Mais il découvre du coup. Une pratique incroyable qui est la destruction des paires de chaussures. Et encore une fois, je pense que Tim se retrouve dans cette boîte-là comme moi, je me retrouve au Centre Pompidou, en fait, boîte qui n'a rien à voir. Il y a jamais eu d'élèves d'école d'ingé en stage là-bas, mais on fuit, on essaye de trouver des domaines sur lesquels on a plus d'appétence. Donc ça va être la mode, l'art, etc. Et donc, lui, il passe son stage pendant 6 mois à enlever des embauchoirs de paires de souliers et à détruire des palettes entières de paires de souliers. Pourquoi ? Parce que c'était le chemin naturel du cycle de vie de ces produits-là. Mais qui avaient des défauts, qui étaient invendus, qui étaient invendus, ouais, qui donc du coup avaient un cycle de vie où ils étaient affichés en magasin pendant un certain temps et ensuite proposés très sûrement en vente au personnel. Et une fois que ce cycle-là était passé, il n'y avait pas d'acteurs qui prenaient le relais sur ces produits-là et ils étaient détruits. Pas de déstockage. Alors c'est un cas particulier, mais dans ce cas-là, il n'y avait pas de déstockage. Okay. En effet. Et ce qui se fait souvent dans le luxe. Hein. À l'époque, on commençait à lire pas mal d'articles qui disaient que justement ces pratiques allaient être interdites ou étaient déjà interdites. Et on est un petit peu abasourdi. On se dit putain, c'est fou. Encore en 2015, les marques qui ont beaucoup de budget ne savent pas vraiment ce qui plaît sur leur audience, parce que là, on imagine que la direction marketing avait était intervenu à l'époque et avait dit cette année c'est l'année du jaune. Le jaune, c'était les chaussures qui ont fini au rebut. Et donc on se dit hyper bonne idée de lancer une plateforme où on va venir récupérer l'avis de clients, consommateurs d'une cible un peu qualifiée sur des marques sympas et de leur dire voilà les produits qui vont sortir, voilà les protos, voilà les nouvelles collections, qu'est-ce que vous en pensez ? Quels sont les visuels que vous préférez ? Et donc du coup la plateforme s'appelle Choose, qu'on lance et qu'on développe à ce moment-là, parce que tu peux choisir parmi 4 visuels d'une même marque le visuel qui te plaît le plus. Et donc ça c'est pour la partie marque, c'est assez facile à comprendre pourquoi elles vont nous utiliser, elles ont une audience, elles peuvent présenter des produits, ensuite ça fait des clients souvent. Côté client, c'est plus compliqué de réfléchir
tout cas, nous, on trouve que c'est cool d'avoir une curation de marques qui viennent tous les jours pour découvrir les prototypes, tout ça. T'as un petit côté exclusif qui est sympa. Mais on rajoute le fait que à chaque fois que tu donnes ton avis sur une marque, que tu choisis un visuel, t'as un avantage. Donc ça se traduit, ça peut être un code promo pour utiliser sur la marque, ça peut être une dotation parce qu'il va y avoir un tirage au sort sur un produit qui va sortir. Mais on imagine un concept, si tu veux, pour conserver notre audience à ce moment-là. Et donc ça nous prend à peu près 6 mois où... alors il faut savoir qu'à l'époque, donc pour le coup en école d'ingé, on n'apprend pas à pitcher, donc on est très mauvais pitcher, mais vraiment très mauvais. Et donc pour contacter les premières marques, on leur envoie un espèce de message qui ne veut rien dire. Et c'est bonjour, on a l'idée du siècle, est-ce que vous voulez être dedans ou pas, quoi. Et donc il y a plein de marques qui nous répondent et qui nous disent ok, on est ok pour vous accueillir et écouter ce que vous avez à nous dire. Mais là vous êtes à l'IAE. Ouais. L'Institut d'administration des entreprises, qui est une très belle formation. Il n'y a pas d'accompagnement à l'entrepreneuriat, à la création? On prend le module entrepreneuriat justement et administration des entreprises, mais le volume de cours est vraiment faible. Sur une semaine, tu as une dizaine de cours ou une quinzaine d'heures de cours, et dedans ça mixe des sujets qui nous parlent moins. Tu vois, le marketing c'est moins pour nous, et donc en fait tout cet aspect-là, c'est vrai qu'on le voit pas trop. Donc se présenter, je me souviens d'un atelier où on se présente pendant 1 heure, c'était une catastrophe. On était filmé, on n'avait aucune posture, la voix c'était horrible. Et donc on fait ce qu'on peut pour essayer de vendre un produit alors qu'on ne sait vraiment pas vendre. Et en rencontrant un peu les marques qui décident de nous accepter, elles se rendent compte déjà qu'on va pas leur faire de mal a priori sur le papier. Et je sais pas, par sympathie ou par curiosité, acceptent de travailler avec nous sur les premiers mois du lancement. Donc là, il faut se dire qu'on n'a rien, et tout seul, on va avoir une centaine de marques qui nous disent à partir du moment où on a le rendez-vous, généralement ça marche, parce que voilà. Ça coûte quoi? Ça coûte rien. Voilà. Ça coûte un code promo, des dotations, ça coûte pas grand-chose. Donc elles sont à peu près toutes avides de tester le produit. Et donc, on lance, après 6 mois à peu près de développement tech et développement commercial, celui-ci, on se dit, go, on lance une application. Donc, déjà, on n'avait jamais fait d'application. On s'est dit application parce qu'à ce moment-là, tu as les Uber, Take It Easy, Foodora, tous les services de livraison, etc., qui proposent, en tout cas, on trouve à l'époque vraiment quelque chose de différenciant. Et on est un peu inspiré par ça. C'est facile, historiquement, on ne veut pas refaire l'histoire d'Uber, mais c'est facile d'utiliser Uber. Tu cliques sur un bouton, il y a un taxi qui arrive et t'es content et t'as payé, t'es automatiquement débité. Et ça, on trouve que c'est très fort. Et pour le modèle qu'on veut faire, l'application correspond bien. Dans le sens où tous les jours, on va présenter des marques, etc. Et donc, on est plus maître de toute la chaîne de valeur que va pouvoir avoir un client consommateur. Et on disait même pas un client à l'époque parce qu'il payait pas, on disait un utilisateur chez nous. 2 choses là que tu dis, tu maîtrises toute la chaîne de valeur, ça c'est intéressant, tu souhaites la maîtriser, et tu parles d'expérience. Ouais. Uber, t'appuies sur un bouton, un taxi arrive, c'est une expérience unique à ce moment-là, qui n'existait pas. Qui est beaucoup plus difficile à avoir. En fait, je pense qu'au tout début, on a dû tester un site, et en fait tu te rends compte que pour que ça soit responsive, alors il n'y avait pas autant d'outils qu'aujourd'hui, mais pour que ça soit responsive, c'est compliqué. Donc en fait, il y a toute une partie de tes utilisateurs qui vont pas avoir l'expérience complète, où le bouton il va être tronqué, et donc on se dit application. Et à l'époque, t'as des outils qui te permettent de développer, alors c'est tout neuf, qui te permettent de développer un code, donc en JavaScript, et de l'envoyer à la fois pour iOS et à la fois pour Android. Donc nous, Thibaut, qui maîtrise parfaitement, en tout cas, les langages de programmation de site internet, donc HTML, CSS, JavaScript, donc lui, ça lui parle. Et il dit, OK, on peut faire ça, moi, ça me nécessite qu'un code, etc. Et à l'époque, il y a beaucoup d'applications qui ont 2 équipes tech. Une équipe tech pour développer l'application iOS et une équipe tech pour Android. Et donc lui il dit écoutez, on va partir là-dessus. J'ai vu, il y a pas mal de... Et en fait, c'était un méga bon choix parce qu'encore 6 ans ou 7 ans après, c'est des technologies qui ont vachement progressé. Vous y êtes toujours? Et ouais, vous êtes en natif? On est toujours sur des frameworks JS. Pardon, pour les néophytes ou pour ma mère qui parfois m'écoute, soit on développe dans les technologies qu'on appelle natives sur Apple ou sur Android, qui sont 2 technos différentes, et donc ça veut dire que pour une même app, il va y avoir 2 équipes et 2 codes complètement différents, en plus avec des temps de mise à jour qui sont un
un peu long à cette époque surtout. Oui. Si on veut changer une page, un bouton, une couleur, il faut recoder, recompiler, resoumettre. Voilà. Les technologies qu'on appelle hybrides, aujourd'hui, il y a, je sais pas, Flutter, React Mobile, il doit y en avoir plein d'autres, mais je suis pas l'expert. Permettre, en développant avec un seul code, une seule source, de compiler, donc d'encapsuler dans des apps qui sont disponibles du coup sur Apple et sur Android, et du coup ça simplifie vachement les process de développement. Ouais, ça simplifie les process de développement. Et donc vous faites ce choix, et vous êtes sur quel techno en 2016 du coup, c'est ça environ? Je crois que c'était AngularJS, si Ok. je dis pas de bêtises. Et là, il me semble qu'on est sur React.js. J'essaie de pas dire de bêtises là-dessus, mais pour les puristes, ça peut être utile. Mais c'est vraiment des technologies qui, en tout cas, ont eu le vent en poupe parce que, notamment, ça nécessitait qu'une équipe techno, et qui ont eu de plus en plus de possibilités en fait. Au début, tu vois, tu pouvais pas non plus tout faire. Si tu voulais afficher une map dans l'application, il y avait certaines contraintes, etc. C'est ça, c'est d'accéder aux fonctionnalités natives d'un physique du téléphone, la caméra, une carte, j'en sais rien, la géolocalisation. C'est des technos aussi qui ont vachement marché parce que Angular c'est porté par Google, si je dis pas de bêtises, React c'est porté par Facebook. Forcément, quand tu as de si gros acteurs qui sont porteurs de la techno, ça aide, quoi. Ça avance. Et en plus, nous, sur le modèle, on n'avait pas besoin, si tu veux, on n'avait pas de carte, on n'accédait pas à l'accéléromètre, on avait juste besoin d'afficher des images et pouvoir cliquer dessus, et des boutons et un navigateur à la limite intégré pour pouvoir aller voir le site de la marque, mais pas plus que ça. Et donc, vous arrivez à convaincre une centaine de marques de vous faire confiance, ouais. Donc c'est des marques pour lesquelles on a de l'affinité parce que on aime bien être à jour de tout ce qui se lance, tout ça. Donc on se lance. Donc là, pour se lancer, c'est bon, on n'a aucun contact, on a vraiment rien. Donc du coup, on se dit sur chaque pan, donc par exemple la presse, on se dit il faut qu'on ait de la presse au lancement parce que la presse c'est hyper important, tout ça. Donc on n'a pas de contact, donc on va sur LinkedIn. Les restrictions de LinkedIn étaient un petit peu moins, enfin c'était moins bridé à l'époque. Donc dans mes contacts encore aujourd'hui, je dois avoir une centaine de journalistes que je ne connais pas du tout, mais j'avais ajouté. Si tu avais le mot journaliste dans ta description LinkedIn, je t'ai probablement ajouté à ce moment-là. Et en leur disant, on fait le lancement, toujours pareil, hein. Alors, très mauvais pitcher, donc ça marchait moins, le taux de conversion sur les journalistes était moins important que sur les marques. Mais on a eu une sortie presse 20 minutes qui disait, voilà, le lancement de l'application, donc t'es très content. Mais c'est pas vraiment, enfin, c'est pas ça qui nous a, enfin, en fait, ça a apporté, enfin, ce qu'on a ressenti en tout cas à l'époque, parce qu'on traquait énormément le nombre d'utilisateurs actifs, le nombre de téléchargements par jour, et c'est pas des leviers en tout cas qui nous ont fait trembler les métriques. Ça a pas été vraiment révolutionnant. Et on testait tout à l'époque. Je me souviens, il y a une application de rencontre de dating qui se lance en France, qui s'appelle Bumble. Et quand il se lance, on rencontre dans une soirée le directeur de Bumble France, je sais plus qui c'était à l'époque, qui nous dit on a fait un truc chez Bumble, ça marche de fou. On est allé taguer les sorties de métro parisiens et on a gagné 20 000 téléchargements en 2 jours. En clean tag ou en clean tag? Ok. Le clean tag, pardon, c'est tagué à la craie, par exemple. Ça existe, il y a des bombes et ça part avec de l'eau à la pluie. Ça part en 2-3 jours avec un petit coup de pluie. Et donc, ils nous disent, on a fait ça a méga bien marché. Donc, 20 000 téléchargements. Donc, nous, on était là 20 000. Enfin, je sais pas. Ça paraît énorme à l'époque. Ouais, on faisait rien, nous, en téléchargement. C'est très dur. Même de faire télécharger ses amis au démarrage, c'est quand même très dur. Et donc, on se dit, incroyable. J'appelle mon père qui travaillait dans l'industrie du métal et je lui dis papa, tu veux pas me faire un pochoir pour qu'on aille taguer les sorties les sorties des bouches des métros. Et il m'a fait ça très rapidement. Donc on est allé taguer toujours avec de la craie et c'est parti très rapidement, mais on allait taguer une 50aine de sorties de métro. Et le lendemain, on était sur nos analytiques pour essayer de voir le nombre de téléchargements, l'impact. Et c'était vraiment, enfin, si vraiment on a eu 5 téléchargements grâce à ce pochoir, je pense que c'est le max qu'on a pu faire. Donc, plutôt un gros échec. Et donc, en fait, ce qui a fait qu'au début, la sauce a pris, c'est que dans les premiers cercles d'utilisateurs de Choose, de ce modèle-là, alors déjà, il y avait des trucs à gagner. En fait, tu pouvais, par tirage au sort, gagner un sac Herschel, gagner des chaussettes Happy Socks. Et donc, du coup, il y a une très grosse viralité sur l'aspect gain.
Et donc, en 3-4 mois, on a des courbes, vraiment des exponentielles d'utilisateurs, où il y a beaucoup de gens qui téléchargent l'application. Et donc, on va voir à ce moment-là un petit peu. Donc, nous, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, on est 3 étudiants, donc on n'a pas de RSA, pas de chômage, on n'a rien. Et on se dit, on a une courbe exponentielle, il faut absolument lever de l'argent pour au moins survivre et essayer avec ce modèle-là. Donc, toujours pareil, on connaît personne, on va sur LinkedIn, on ajoute, dès qu'il y a le mot investisseur dans ton tag, on t'ajoute, tous les gens de l'école qui ont plus ou moins des boulots en start-up, etc. Mais il n'y en a vraiment pas beaucoup à l'époque. Et on essaye de se faire introduire sur des gens qui connaissent ce marché-là ou qui pourraient nous aider. Alors, est-ce qu'on peut faire une pause juste à ce moment-là ? Ouais. Ton enseignement, peut-être ton takeaway sur le lancement ? C'est que c'est dur. c'est que c'est vraiment dur. On a essayé de faire le lancement le plus théorique. Tu vas dire, OK, il faut de la presse, il faut une vidéo de lancement, il faut Facebook, il faut ci, il faut ça. À refaire, je pense qu'en fait, on se dirait pas, il faut lancer pile à ce jour-là, avoir une sortie publique. Je sais qu'il y a beaucoup d'applications qui ont fait ça, qui ont lancé, en fait, qui ont jamais vraiment lancé, qui ont mis leur truc en ligne, et au fur et à mesure, les gens téléchargeaient, et eux, ils analysaient comment c'était utilisé, les rétentions, etc. Très itératif, quoi. Voilà, très itératif. Et je pense que c'est plutôt l'enseignement. C'est plutôt se dire, OK, je vais faire un lancement public, tout le monde va m'attendre le 12 septembre. A priori, non. C'est Brian Chesky, le CEO d'Airbnb, je l'ai déjà dit dans le podcast, hein, vous le savez, chers auditrices, chers auditeurs, mais qui dit j'ai pas lancé, j'ai lancé 8 fois. Ouais. Oui. Parce qu'il y a eu 8 lancements successifs avec à chaque fois une nouvelle fonctionnalité, voire un pivot. Mais c'est vraiment... lancer, c'est difficile. C'est un bel enseignement. Mais en tout cas, ce qui était, dans notre cheminement, en tout cas sur la partie d'après où on va venir, le fait de rencontrer des gens, d'en parler. Alors, on était très mauvais pitchers et on détestait networker. Donc ça, c'est déjà avec ces deux combines, tu vas pas loin. Un gros caillou dans la chaussure quand t'es entrepreneur et que... Exactement. Mais par contre, on avait des figures qui étaient inspirantes dans l'écosystème. On avait envie de rencontrer des gens qui avaient monté des applications. Et en faisant ça, on est tombé sur 2-3 figures de l'entrepreneuriat qu'on ne connaissait pas du tout. Donc à l'époque, quand on nous les introduit, on est là, ok. Et notamment donc un qui s'appelle Antoine Martin, qui a lancé Zenly, qui est une application de géolocalisation entre amis, et qui s'est fait racheter par Snapchat il y a 2 ou 3 ans. 300 millions, si je dis pas de bêtises, ça doit être public. Pour un gros montant qui doit être public en effet. Et au moment où on le rencontre, ils sont une 30aine de personnes dans la boîte. Ils ont déjà fait 1 ou 2 levées de fonds, mais bon, pour nous, levée de fonds, bon, c'est pas ce que c'est, donc c'est pas vraiment impressionnant. Et le premier rendez-vous est très intéressant parce que du coup, on y va à 3. Donc entre-temps, Thibaut est rentré de San Francisco, donc il est à plein temps sur le projet. Et on va à 3 rendez-vous et on lui dit, voilà Antoine, voilà nos courbes, voilà ce qu'on fait, etc. Et il nous écoute, il nous pose plein de questions. Et quand je rentre chez moi, donc vraiment, je passe le palier de ma porte, je reçois un mail, et le mail est très long. Et en fait, c'est Antoine, alors je sais pas comment, par quel mystère, je lui demande un jour, il avait fait ça, mais entre le moment où on l'avait vu et le moment où je suis rentré chez moi, lui aussi il partait de son bureau, il a réussi à nous écrire un mail, c'est un énorme pavé qui commence par « Bonjour les gars, bravo pour tout, bravo pour ce que vous avez fait, bravo pour ça, mais voilà toutes les conditions que vous devez remplir pour pouvoir me reparler. » Et c'était, déjà, venez pour pouvoir me reparler. Non, mais c'était formulé différemment. Mais en gros, il nous a beaucoup appris sur les métriques qu'il fallait regarder. Déjà, il nous a dit, venez jamais à 3 en rendez-vous. C'est la dernière fois que vous venez à 3 en rendez-vous. Vous perdez votre temps, c'est 2 max, etc. Bon, en fait, il nous a appris plein de trucs qui étaient un peu basiques pour le commun des entrepreneurs ou de gens qui ont déjà vécu ça. Nous, c'était pas le cas. Donc, on a beaucoup appris de ce qu'il nous a dit, et surtout sur l'aspect applicatif. Lui, ça faisait 2 ou 3 ans qu'il était sur Snapchat, peut-être même sur Zenly, pardon, peut-être même un peu plus, parce que justement, c'est pareil, ils ont fait plusieurs lancements et on sait pas vraiment quand est-ce qu'ils ont lancé. Alors, je les ai rencontrés moi au tout début, ça s'appelait encore Alert Us. Alert Us, ouais. Donc avant même le Switch. Ouais. Clairement. En gros, du coup, ils sont depuis longtemps, en tout cas sur l'application, et eux, ils ont essayé de creuser justement l'aspect géolocalisation, donc comment sur ton téléphone optimiser le signal qu'envoie, etc. Et ils ont beaucoup bossé la rétention, donc le fait de faire revenir les utilisateurs. Donc eux, à ce moment-là, ils n'ont pas de business model, ils gagnent pas d'argent en fait. Les utilisateurs utiliser l'application, c'est gratuit, et donc il faut
à ce moment-là, ce qui est en vogue, c'est faire en sorte que tu aies une communauté qui est hyper assidue, qui reste tous les jours, qui ouvre Zenly et qui check ses potes et qui leur parle, etc. Et il nous apprend un peu les références de l'écosystème. Il nous dit, voilà, il y a un mec aux États-Unis, il s'appelle Andrew Chen, il faut que vous lisiez son blog, il faut vous abonner à sa newsletter, lui il parle de tel sujet, et si vous connaissez pas telle définition, la prochaine fois, ça servira à rien qu'on se parle. Et donc on a pas mal bossé là-dessus. Donc nous à la base on allait lui voir pour lui dire Antoine, t'as levé des fonds, est-ce que tu peux pas nous aider? Et elle nous a dit les gars, faut travailler ça. Et en fait c'est une relation qu'on a gardée plusieurs années. Et il est encore au bord de la société. Donc il a investi. Donc il a investi après. Ouais. Une fois que vous aviez fait vos devoirs, quoi. Une fois qu'on avait fait nos devoirs et que lui aussi personnellement avait récupéré de l'argent de la revente. Et donc en fait là on découvre un monde qu'on ne connaissait pas, qui est comment faire en sorte d'avoir une communauté, comment faire en sorte et là c'est dur parce que on a des chiffres qui sont exponentiels, mais on n'a jamais vraiment regardé est-ce que c'est des gens qui reviennent, est-ce qu'ils reviennent de manière régulière, est-ce que c'est les mêmes utilisateurs, et donc on se pose les bonnes questions. Au début, je pense que c'est le réflexe classique sur tes chiffres, t'essaies un petit peu d'enjoliver le truc, de montrer que les chiffres qui t'arrangent, que les chiffres qui grossissent, etc. Et en fait, là, on apprend que c'est une méga connerie. Et ce qu'il faut faire, c'est vraiment regarder les chiffres qui sont pertinents pour ton business, ton activité. Et en l'occurrence, à ce moment-là, c'était ton nombre d'utilisateurs actifs, ta rétention. Et donc, ta rétention, c'est le nombre de gens, pas seulement qui vont ouvrir l'application parce que machin, mais qui font une certaine action. Et donc, on se met dans des conditions dures. Tu vois, on regarde nos chiffres dans des conditions dures. Et ce qu'avant, on faisait pas. On regardait ce qui nous arrangeait. On regardait ce qu'ils appellent en anglais les vanity metrics, où c'est joli. Et donc, on se construit comme ça, où on passe une année, même plus d'un an, où on est sur le modèle, où on itère tout le temps. On a toujours eu ce truc en fond. Déjà Thibaut, parce qu'il fallait l'occuper. Une fois qu'il avait lancé l'application, il fallait tout le temps faire des modifications et il fallait itérer. Et ce modèle-là est un peu arrivé à bout de souffle. Donc on a réussi à récupérer un petit peu d'argent à un moment pour prolonger, en tout cas pour survivre, parce que c'est vraiment compliqué de survivre à Paris quand t'as du coup pas de RSA parce que t'es trop jeune, pas de chômage parce que t'as jamais travaillé. Il faut essayer de survivre. Et donc, on arrive un peu à bout de ce modèle en se disant... Vous avez juste, dans les grandes lignes, peut-être sans entrer dans le détail, mais comment vous êtes financé, des prêts Alors, des proches on a fait des prêts personnels à ce moment-là. On a eu quelques proches, mais bon, c'est pas facile de trouver. Donc, la première levée de fonds, je crois que c'est à peu près, j'en sais rien, mais une centaine de milliers d'euros max. Trouver des proches, même qui donnent 5 000 euros, 10 000 euros, c'est pas quelque chose de facile. Non, mais ça te permet, quand t'es 3 et que t'as pas un train de vie de ouf. Ah oui, ça te permet de survivre. Mais en tout cas, nous, nos proches, nos parents, ils ont pas ça à mettre dans notre boîte. Donc, déjà, on doit se battre pour récupérer. Et on a toujours fait à ce moment-là avec des bouts de chandelle, quoi. On s'est même pas payé avec la première levée de fonds. On n'avait pas de quoi se payer, donc on s'est toujours pas payé avec la première levée de fonds. Et on arrive un peu à bout du modèle en se disant, les marques, donc, il y a un marché dans le sens où elles sont contentes de passer chez nous. Elles sont contentes parce que ça a fait du flux sur leur site, parce que ça leur fait de la visibilité, mais elles ont un peu twisté le modèle initial, l'idée initiale. Elles présentent plus que des prototypes, c'est plus des produits qui viennent de lancer. Et donc, on se dit ils nous voient vraiment comme du média, en fait, de manière assez basique. Nous, le business des médias, c'est pas quelque chose qui nous fait rêver. On avait une ambition plus large et plus impactante. Et pour avoir eu justement une agence média au lancement, on s'est pas dit c'est ça qu'il faut qu'on fasse, quoi. On veut pas se mettre dans ces papiers-là. C'est pas ROI driven. J'ai réécouté un podcast où t'as une marque que t'as fait passer qui écoute un taux de conversion d'un média et en fait est 3 fois inférieur, etc. Nous, on voulait pas vendre des saucisses, entre guillemets. Ok. Et donc on se dit, il nous manque dans ce modèle-là la brique principale qui est la finalité de l'e-commerce, et c'est l'achat. Donc on n'a jamais fait de vente, jamais aucune, mais on a une base quand même de communauté qui aime bien les marques qu'on présente et qui sont affinitaires avec ces marques-là. Quelle taille elle fait à ce moment-là, la communauté? La communauté, je pense qu'on a à peu près, je dirais 5000 personnes qui viennent tous les jours. C'est bien. Qui est une 5000 DAU pour... qui est une bonne communauté. L'équipe ressemble à... je sais pas, 5-6 personnes avec 2 stagiaires, ça ressemble à ça. Et alors, question d'entrepreneur, mais pas de fatigue à ce moment-là? Alors,
Non, on est... Toujours motivé, Alors, ouais. croyez être sur un... Vous cherchez encore. Alors ça, c'est vraiment un Y a truc pas de qui nous doute. a jamais lâché. Okay. Pour le coup, on a entendu plein d'histoires entre fondateurs ou même de baisse de motive. Nous, les trois, depuis le début. Alors déjà, on est alignés sur ce qu'on veut faire. Vraiment, on s'est jamais chamaillé là-dessus. Et on a la patate. Alors, c'est un truc qui nous est resté. Je pense qu'au début, on a travaillé énormément. On a fait vraiment, vraiment beaucoup d'heures. Enfin, tous les trucs qui sont pas recommandés. Et au fur et à mesure, en avançant, en rencontrant des gens, tu te cadres, t'arrêtes de travailler le week-end, t'arrêtes de checker tout le temps tes chiffres. Enfin, tu vois, au début, t'as une commande, on a un gong, t'as une commande, tu t'en peux plus. C'est comme les notifs Shopify, tu vois, c'est très excitant et c'est une drogue, hein, je pense, de regarder tout le temps ces chiffres. Donc, on s'est un petit peu cadré et ça, je pense que ça a permis de conserver en tout cas l'énergie jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'en effet, le chemin est long. Une gongue lors de la vente, mais on n'y est pas encore. Parce que c'est votre pivot en 2018. Pas. Vous êtes, tu t'as dit quoi, 6-7, dont 2 stagiaires. Ouais. Et vous vous dites qu'il faut aller un cran plus loin. On se dit qu'il faut aller un cran plus loin et que, juste de manière très cartésienne, on va dans le mur. En fait, on ne peut pas survivre, on ne relèvera pas des fonds sur cette idée et on va pas, on n'a pas de modèle en fait. On voit pas comment on peut passer, comment accélérer, on voit pas. Et ça sert pas vraiment, on n'a pas de vision de ce qu'on veut faire à ce moment-là. Et c'est en fait lors du pivot qu'on va vraiment se la constituer, cette vision. Et donc, on se dit, il manque la brique d'achat. Donc, on va rencontrer plein de gens. Alors, c'est peut-être un biais, mais qui nous ressemblent dans nos âges, qui consomment sur Internet, etc. Et on leur dit, aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu utilises comme application de vente, quels sont les effets, etc. Et on se concentre un peu plus sur les apps de vente privées à l'époque, parce que sur le modèle, donc juste sur la forme, ça ressemble à ce qu'on fait. Tous les jours, il y a des marques qui sortent et tu peux aller dedans et tu peux sortir, etc. Donc on se concentre sur ces modèles-là et on demande pourquoi tu vas sur VP, pourquoi, qu'est-ce que tu viens chercher. Et on essaye on ressort trois grosses réponses de ces entretiens. La première, c'est que le catalogue correspond peu à ce que notre génération vient chercher, dans le sens où tu vas avoir des couches Pampers, tu vas avoir Skoda, tu vas avoir... Mais, en revanche, c'est très attractif quand tu as du Sandro Mage, Claudie Pierlot, Bâche, Comptoir des Cotonniers, Petit Bateau. Ça, c'est des marques Reigns qui font venir notre audience sur ces plateformes-là. Mais on se rend compte que le reste du catalogue, c'est pas ce qui crée la rétention. Numéro 2, c'est sur la logistique. Le retour principal, c'est que ces plateformes ont des logistiques très longues. Donc à l'époque, en moyenne, et c'est peut-être encore le cas, j'ai pas les chiffres actualisés, mais le temps de livraison d'un produit, c'est entre 3 et 4 semaines. Et le dernier point, c'est le SAV. Tous ceux qui sont utilisateurs de ces plateformes. Alors, tu as Amazon, pareil, qui est en vogue, et Amazon, tu as un problème, ils te remboursent, ils te font un chèque, en tout cas, ils prennent soin de toi. C'est plus compliqué. Je dis pas que c'est pas existant, mais c'est plus compliqué quand tu reçois un jean que tu as commandé sur ces plateformes-là. C'est pas la bonne taille. Si tu veux recevoir la bonne, bon courage. Et donc, on a ces 3 éléments-là, et on se dit, bon, on tient quelque chose. Sur la forme, ça va ressembler à ça. Ça va ressembler à des ventes. Sur le fond, on veut absolument conserver ce qu'on avait au fond de nous, qui était cette curation de marques qu'on faisait, et on veut garder des marques avec lesquelles on est hyper affinitaire et qu'on adore. Et donc, en résolvant un petit peu les trois problèmes, donc le catalogue frais, donc ça, on avait quelque chose. Le SAV, on s'est dit, bon, ça va pas être très compliqué en 2018 de faire un SAV, qui rembourse quand il y a un problème ou qui est hyper réactif. Et la logistique, on s'est dit qu'aujourd'hui, la majorité des marques avec qui on bossait avaient déjà une logistique implantée. Pourquoi, essayer de prendre, de repackager, etc. En plus, d'un point de vue écologique, bon, c'est pas le meilleur moyen, tu fais venir chez toi, tu remballes, tu renvoies au client. Donc ça, c'était un truc qui nous faisait un peu peur. Et puis en plus, on avait fait des études d'ingé. Moi, c'était le stock, ma spécialité en ingé. On m'a toujours dit, il faut jamais faire de stock. Bon, donc ça, c'est un truc qu'on a... DE ou DUX? Pardon? Deux stocks ou faut jamais faire deux stocks? DE. DE, ouais. En fait, là, c'est les deux en plus. Là, c'est les deux. Enfin, le risque était de faire les deux. Et en plus, tu t'affranchis accessoirement d'un point que les marques, normalement, maîtrisent déjà. C'est ça. Il y a des acteurs qui sont exceptionnels, experts sur le sujet. Donc,
Il faut se concentrer sur là où tu crées de la valeur, quoi. Okay. Et en termes de coût, moi, c'est le seul truc que j'ai retenu de la fin de mes études, c'était que le stock, c'est ce qui coûtait le plus cher, ce qui était immobilisé, etc. Et donc, on a un peu ce warning rouge en disant attention au stock. Donc, on se base sur les stocks des marques. On lance, on pivote, on change l'application du jour au lendemain, elle passe d'un concept à l'autre. Donc, on a une base de clients. Donc, combien de temps pour le pivot? Pour le développer, alors c'était très rapide. Hein. On avait développé ça en quelques semaines. Thibaut. Et merci React ou la techno que vous aviez à l'époque. Ouais, non mais Thibaut a toujours été. Je pense que c'est le meilleur CTO qu'on puisse avoir sur Terre. Toujours été très très réactif et il codait à une vitesse. Enfin, je pense qu'il codait presque plus vite. Et c'est pas une insulte à l'équipe qu'on a aujourd'hui, mais il codait presque plus vite quand il était tout seul. Alors, aujourd'hui, il y a d'autres process et et c'est beaucoup plus stable, on va dire. C'est quoi l'adage? Tout seul, tu vas plus vite, à deux, tu vas plus loin, non? Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Et donc, vous pivotez. En gros, vous rajoutez un bouton achat, plus les liens avec toutes les plateformes. On rajoute un bouton achat et on sort cette histoire de choisir des images, tout ça. Donc là, c'est vraiment, tu rentres et t'as un catalogue de produits. Et on conserve l'aspect petite réduction. Parce que c'est un peu ce qu'on proposait avant. On proposait des petits codes promo. Et nous, vu qu'on voulait se concentrer sur les collections actuelles et pas les collections passées, ça avait du sens en fait. Tu découvres des marques que tu connais pas forcément, on te met un petit icebreaker en anglais pour faciliter l'achat. Ok, donc juste pour reprendre un peu de hauteur, vous interrogez des utilisateurs d'apps, de sites de déstockage pour en retenir 3 choses. C'est que les points de friction, c'est le catalogue, le SAV, la logistique. Vous aimez cette affinité avec certaines marques, donc le côté un peu découverte et curation, et vous voulez le garder. Donc vous n'êtes pas une app de déstockage. Non, nous sur le déstockage, on se dit à ce moment-là que c'est pas forcément le futur, dans le sens où les marques font de plus en plus attention à ce qu'elles produisent, donc elles produisent de mieux en mieux, entre guillemets. Il y a de plus en plus d'acteurs qui te permettent de faire ça. Et il y a beaucoup d'acteurs de déstockage qui se partagent ces stocks-là. À l'époque où nous on fait ça, il y a The Braderie par exemple qui se lance et qui fait ça très bien, qui remarkete les anciennes collections vraiment de manière très, très propre, très frais pour à peu près la même cible que ce qu'on vise. Et donc, nous, c'est pas vraiment notre vision. Nous, notre vision, c'est de se dire que les consommateurs veulent mettre... Enfin, nous, les consommateurs, on veut mettre de plus en plus de sens derrière ce qu'on achète. On a envie d'histoire, etc. Et d'un autre côté, on est passé d'une époque où tu avais quelques marques qui étaient top of mind sur le prêt-à-porter à cette époque-là. Mais même il y a 20 ans, j'ai été Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, et comme je t'ai dit, Sans fromage Claudie Pierlot, à une époque où c'est beaucoup plus facile de lancer sa marque et t'as des dizaines et des centaines de marques qui se lancent tous les jours parce que t'as Shopify, t'as les réseaux sociaux, t'as Instagram, et aujourd'hui c'est facile de lancer sa marque. Et nous, on se dit qu'à ce carrefour-là, entre les gens qui veulent mettre du sens derrière ce qu'ils achètent et il y a de plus en plus de marques, il va falloir de la curation, il va falloir des acteurs pour trier tout ça, pour être un peu tiers de confiance. Et c'est vraiment là où on a voulu se positionner. Compris. The Braderie, 2 super épisodes, l'initial puis le catch-up avec Édouard Caraco que vous pouvez écouter sur Le Panier. J'ai pas les numéros d'épisodes, mais vous les retrouverez parce que vous êtes brillants évidemment, et brillantes et brillants, et qui raconte la genèse, le lancement, l'accélération jusqu'à son 1 million de CA. Et puis l'année d'après 10 millions. Alors j'ai pas la 3e année puisque la 3e année il s'est fait racheter récemment par Showroom Privé, exactement. Donc faire découvrir de nouvelles marques, c'est aussi dans l'ADN, toujours sur un principe d'événementiel, c'est ça? Les ventes durent combien de temps? Généralement les ventes durent 1 semaine. Nous le but, le fait que ce soit dans une app, c'est assez confidentiel, donc c'est vraiment un canal un peu à part. On va pas venir parasiter des recherches Google. On se concentre sur l'application et pendant 7 jours on met en avant la meilleure des manières. Donc on s'occupe de produire toutes les ventes, donc les fiches produits, les petits éditos, etc. On s'occupe de mettre en avant ça. Ok, en pratique, je suis une marque, j'ai été choisi par vous, ou je candidate, je postule? Alors tu peux postuler, on a pas mal, ça c'est pareil, il y a 2 ans, on avait 20 marques sur l'année qui voulaient bosser avec nous. Là, aujourd'hui, c'est plus presque 20 marques tous les jours. Donc tu peux postuler, nous on a une équipe derrière qui va sélectionner ça.
Et on a quand même une grosse équipe commerciale, alors commerciale / acheteur, parce que le métier il y a un peu des deux en fait, qui va venir vraiment contacter les marques qu'on veut au moment où on les veut. Parce que ce qu'on a appris, et on en reparlera après, mais que la force de Choose, en tout cas la croissance qu'on a pu constater, est principalement une résultante du catalogue qu'on présente, des marques qu'on présente. Et donc c'est hyper important de bosser avec les marques qu'on veut. Il n'y a pas forcément un spectre restreint, tu vois. On peut présenter une céramiste bretonne qui va nous créer une collection spéciale. On peut présenter une DNVB parisienne. On peut présenter des marques un peu plus implantées. Dernièrement, on a bossé avec Isée, référence de la lingerie, avec Bonsoir sur le linge de maison. Là, il y a La Rosée qui arrive sur les cosmétiques. Donc, on essaie d'avoir un spectre hyper large, et ce qui regroupe un peu toutes ces marques-là, ça va être les valeurs qu'elles portent. Et c'est un peu la première information que tu vois quand tu te balades, je te vois balader sur l'application, c'est les valeurs. Est-ce que c'est un développement local? Est-ce que c'est éco-responsable? Où sont faits les produits? Tout ça. Pour nous, c'est hyper important d'avoir le max de transparence sur tous ces sujets. Je vois des invités du panier comme Duo. On est d'accord qu'il y a deux marques. Il y a les marques que tu veux parce qu'elles font venir des téléchargements Oui. Et puis les marques que tu veux pousser parce que elles répondent à ces critères. C'est vrai, c'est un mix un peu entre. Nous, on essaie d'avoir un équilibre entre des marques qui sont un peu plus implantées, que tu vas pouvoir connaître et qui vont en effet te dire ah, c'est trop bien, il y a Bonsoir qui passe sur Choose. Donc ça, c'est important. Mais c'est aussi tout aussi important de conserver cet aspect discovery, parce que c'est notre valeur initiale, et qu'il est encore toujours présenter de la découverte ou de la redécouverte. Il y a des marques sur lesquelles tu connais le nom de la marque, mais on va te pousser une collection que tu connais pas, où ils ont eu un rebranding, où ils ont eu du renouveau, et ça, on peut le faire. Enfin, si ça a du sens, ça nous est déjà arrivé. Ok, un peu alors c'est ce que je disais en intro, et c'est ta présentation de Choose, mais quand je préparais l'entretien, je m'étais noté que ça ressemblait à Fleux ou Merci, qui sont des concept stores parisiens. C'est ça, tu vas retrouver du Patagonia, Totalement. La marque établie que tout le monde veut, mais tu retrouves aussi des petites marques où tu découvres plutôt d'autres marques. Exactement. Nous, c'est en tout cas, la comparaison nous fait plaisir, et c'est vraiment le but de retrouver cette atmosphère concept store. Et du coup, le deal que vous avez avec les marques, c'est quoi? Je parle pas de financier, mais le process. Donc le process, c'est que nous, on met en avant les produits pendant une période de 7 jours environ. Dès qu'une commande est passée chez nous, alors en fait, quand on parlait de l'aspect tech, on pense à l'application, mais on a tout un côté back-office des marques qui est hyper important. Et la simplicité que tu peux retrouver sur l'application aujourd'hui, on essaie d'avoir la même côté marque. C'est-à-dire leur faire des outils hyper simples. Et il y en a on s'est inspiré de ce qui existait, donc Shopify, PrestaShop, etc. Et il y en a qui aimeraient avoir leur outil de Choose pour toutes leurs commandes, Shopify. Et j'ai oublié le début de la question. C'était en pratique, comment ça marche, comment ça se passe. Et donc nous, on présente. Elle s'occupe d'envoyer les produits, parce que le stock. Donc on s'est dit, pour plusieurs raisons, on s'est dit que c'était une bonne idée qu'elle envoie. La première raison, c'est que c'est comme si tu achetais chez eux. Donc en fait, tu vas recevoir le packaging, tu vas recevoir vraiment l'expérience. Donc la transac se passe chez Choose. Chez nous, ouais. Le SAV, on y viendra après, se passe avec Choose. Oui. Vous envoyez la commande à la marque. Ok. Oui. Donc vous êtes un nouveau canal de distribution, comme elles peuvent déjà vendre ailleurs. Oui, sur une marketplace, okay. ou sur d'autres acteurs. Sauf que nous, du coup, c'est plus concentré. Le temps d'attention est plus concentré. Et c'est aussi pour ça qu'il faut être hyper attentif pour que ça soit méga simple. En fait, une marque aujourd'hui ou un partenaire va pas passer du temps s'il faut. C'est ça, s'il faut setup toute la vente, s'il faut tout relire, s'il faut il y a peu d'intérêt pour eux, donc c'est pour ça que ça, c'est des parties dont on s'occupe. Et une fois qu'elles ont géré ça, donc en effet, donc nous, on s'occupe du service client si besoin, on s'occupe d'accompagner les marques pour il y a des problèmes pendant les ventes, j'en sais rien, j'ai pas l'adresse complète de ce client, ou ce produit-là, j'ai une rupture parce qu'il m'est arrivé une coquille. Enfin, on s'occupe de tout ça. Une fois que la vente est clôturée, on attend les délais retour légaux, et dès que tout ça c'est bon, on transfère l'argent, au moins la partie qu'on garde pour nous. Vous demandez quoi en échange ? Est-ce qu'une exclue sur les produits, un stock minimum, une remise ? Alors, à la base, on demandait rien.
Et c'est pour ça que du coup c'était facile et on a pu signer pas mal de marques. Donc en effet, plus on avance, plus on se rend compte que le stock, la profondeur, etc. c'est important. Il peut arriver que tu aies des marques qui comprennent un peu le modèle et mettent pas par exemple leur best-seller. Ça a peu d'intérêt pour les deux parties en fait, parce que tu présentes ta marque sur une période réduite, sur peut-être une cible qui te connaît pas. Enlever ta meilleure pièce, c'est pas forcément tu vas pas forcément t'aider, et la réussite commerciale de l'opération sera forcément impactée. Et c'est pas le but. Nous, on s'assoit à côté d'elle. Enfin, c'est même pas. C'est pour ça que je disais acheteur / équipe commerciale, parce que on est vraiment sur l'accompagnement. On dit bon, ben voilà, t'es une marque de bijoux. Les chiffres sur les bijoux, on les connaît. C'est ça. Si tu veux coller, ou en tout cas si tu veux faire une belle réussite commerciale, voilà, t'as toutes les clés en main. Et on essaye de s'arranger comme ça pour construire la meilleure offre. Ton principal enjeu aujourd'hui, c'est quoi? Du côté des marques, c'est de... Pour Choose. C'est plus de marques ou plus d'utilisateurs? Alors déjà, c'est un mix qui fonctionne bien. Enfin, ça fonctionne tous les deux. Nous, le but, je pense que c'est d'avoir le catalogue qui colle le plus à ce qu'on veut. Et en fait, t'as toujours un delta. On a un catalogue idéal où t'as toutes les marques qu'on aimerait positionner à tel endroit, à tel moment, sous telle condition. Et t'as notre catalogue actuel, qui quand même est pas loin de notre catalogue idéal. Mais du coup, l'enjeu, c'est de ressembler... c'est de coller au mieux à ce qu'on veut derrière, quoi, la ligne éditoriale qu'on veut porter. Juste pour être sûr de bien comprendre, alors déjà, je pense qu'il y a comment on traduirait un takeaway, un key takeaway? Il y a un apprentissage, un insight pour vous, chers auditrices, chers auditeurs. C'est que pour aller toucher de nouveaux bassins d'audience, essayez de contacter Choose et d'être sélectionné. Oui. J'imagine que c'est un bel outil aussi pour dynamiser des ventes dans des périodes creuses. Oui. Mais ça, tu vois, par exemple, sur la période creuse, on fait hyper attention, parce que nous, ça nous est déjà arrivé, une marque de lunettes de soleil qui nous dit je peux passer le 12 novembre. Super, mais ça nous intéresse pas en fait. Enfin, nous, le catalogue idéal, il n'y a pas de paire de lunettes de soleil en novembre. Et donc, c'est pour ça que ces périodes creuses et ces périodes de déstockage, on est hyper attentif. Nous, on veut que côté client, côté utilisateur, il y ait tout le temps les marques qui te parlent, tu vois. Tu vas peut-être en trouver en fin d'été parce qu'on a vu qu'il y avait une saisonnalité sur du solaire encore, mais ça, c'est le principal enjeu, je pense. Et j'ai regardé l'app et du coup j'ai perdu le fil de ma pensée. Je te demandais le key takeaway. Bon, on y reviendra. Ah oui, pardon, le minimum de vente ou le minimum de stock. Est-ce que vous demandez quelque chose? Alors, pour pas que ce soit déceptif. Ça dépend des marques. Il y a des marques encore une fois je prenais l'exemple de la céramiste bretonne. Il y a des marques qu'on veut pousser sans forcément avoir un énorme impact commercial, parce que juste la marque est magnifique, les produits sont beaux, on veut respecter la chaîne de valeur. Si t'es pas capable de produire 2000 produits parce que t'es toute seule, on va le respecter en fait. Et ça, aujourd'hui, on l'a déjà fait. Ça nous arrivera peut-être de le faire différemment, parce que c'est vrai que le format aujourd'hui, toutes les ventes entre guillemets prennent la même place. Tu vois, sur l'application, peut-être que demain il y aura différents chemins. On réfléchit en tout cas sur l'application et sur le produit. On est en itération permanente. Et le nombre de ventes concomitantes, est-ce que vous le limitez? Alors aujourd'hui, ouais, sur le nombre de ventes, en gros, on lance à peu près entre 7 et 8 ventes par jour aujourd'hui. Qui vont durer en moyenne une semaine, c'est ça? Qui vont durer en moyenne une semaine. Donc, tu as entre 50 et 100 ventes globalement qui sont disponibles en même temps. À l'instant T. À l'instant T. On a déjà fait moins, on a déjà fait plus. En fait, on essaie de trouver le bon chiffre pour que t'es toujours de la discovery, pour que t'aies aussi, tu vois, si t'as un cas d'usage, typiquement pour les périodes de fête, où tu veux absolument, j'en sais rien, un bijou pour ta sœur, il faut qu'on ait des bijoux pour ta sœur à ce moment-là. Donc on sera plus attentif à faire en sorte que toutes les catégories soient bien représentées. Et ça, c'est important. Alors on fait en sorte qu'elles se chevauchent pas trop, mais si tu veux un produit, on va essayer de l'avoir à peu près tout le temps sur le catalogue. Entre 7 et 8 marques par jour. Bon, j'imagine que vous lancez pas des marques tous les jours de l'année, mais ça fait quand même quoi, 1500, 2000 marques par an? Si, on lance des jours. Ok, donc 2000 marques par an. Ok. Exactement. Et avec du repeat? Avec du repeat, ouais. Sur il y a des marques qui reviennent, j'imagine? Il y a des marques qui reviennent. Okay. On essaye pareil de faire attention, de pas qu'il y en ait trop, parce que le but c'est toujours de découvrir, mais tu vas avoir différentes ambiances, tu vas avoir un nouveau shooting, une nouvelle collection, ça a du sens de rentrer 2 ou 3 fois par an max dans les leviers que peuvent utiliser les marques pour animer leur année.
Cool. Le temps file, j'ai pas vu l'heure, mais ça fait déjà 45 minutes qu'on se parle, 50 minutes. Je veux parler des US. Oui. Donc, en mars, on a pris contact grâce à Nicolas Simon de la marque En Moins, que je remercie. Et tu me disais, non, c'est pas le bon moment parce qu'on est aux US, on est plein gaz. Raconte-moi ton lancement. Alors, déjà, je te disais, c'est pas le bon moment parce que je te l'ai dit en off, mais c'est la première fois qu'on fait une interview. On était assez timide sur prendre la parole parce que je pense qu'on était souvent entouré de. Enfin, on n'a pas souvent été entouré, mais au début, on était entouré d'entreprises qui prenaient beaucoup la parole, mais du coup, c'était nos voisins. Donc, en fait, ils faisaient pas autre chose que prendre la parole. Et donc, on était plus en mode, OK, si un jour, on doit prendre la parole, le fait que ça se fasse naturellement via le produit et via l'impact qu'il peut avoir, on préfère ce chemin-là. Même si ça prendra plus de temps et même si donc c'est aussi pour ça qu'on a repoussé, c'est qu'on n'aime pas faire ça. Bon, bah, merci déjà. Mais il se trouve que vous lanciez les États-Unis à ce moment-là. On lançait les États-Unis, donc les États-Unis c'est venu le prolongement un petit peu de la vision. En fait, la vision que les gens consomment différemment et qu'il y a beaucoup de marques qui se lancent, elle est mondiale. Tu peux retrouver, tu as cité Merci Flux à Paris, tu peux retrouver dans des concept stores du monde entier les mêmes catégories entre guillemets de produits. Tu vas retrouver à New York des super concept stores avec des marques locales, etc. Et donc on s'est dit, alors pourquoi les États-Unis? Déjà parce que cette vision nous a guidés sur on a un concept qui est global, parce que c'était difficile aussi. Enfin, tout le monde nous a dit lancer un produit B2C aux États-Unis, c'est chaud. Une application, ils sont très forts là-bas et c'est vrai. Ils sont particulièrement doués sur tout ce qui est produits, UX, ils sont très forts, ils savent faire des très beaux produits. Et on a eu aussi vent de difficultés. On parlait des ventes privées un peu plus tôt. Jacques-Antoine Grandjean, donc, qui était C'était un peu cassé les dents. Voilà, en tout cas, il avait une phrase qu'on avait retenue qui était que nous avons inventé un modèle que les Américains n'ont pas inventé. 3 ans après, du coup, son lancement aux États-Unis, où ils ont fait un test, je pense pendant quelques années, ça n'a pas forcément pris. Et nous, ça nous a parlé cette phrase de se dire. Nous avons inventé un modèle que les Américains n'ont pas inventé, c'est-à-dire. Exactement. Je pense que c'est dans la mécanique de vente privée et de produits. Eux, ils connaissaient pas ça. Les ventes événementielles, c'est pas quelque chose qu'ils ont dans leur quotidien. Ils sont plus. Alors pour tout ce qui est déstockage, ils ont déjà des cycles très connus où dans des malls, tu as accès à des magasins d'usine. À des magasins d'usine toute l'année. Alors je sais pas si c'est vraiment enfin je vais pas parler pour, je sais pas si c'est vraiment la cause en tout cas de leur départ, mais nous, le fait que ça soit dur et que les Américains pensent différemment, on s'est dit, il faut qu'on soit là-bas. Le marché est énorme, c'est une application mobile. A priori, ça peut nous demander, en fait, ça nous demandait même pas tellement plus d'un point de vue financier à lancer les États-Unis que lancer l'Espagne. Parce que dans les deux cas, il fallait traduire l'app, il fallait mettre une petite équipe sur place. Donc autant aller taper un marché de 400 millions de personnes, riche, première économie mondiale, que... J'adore l'Espagne. Alors je l'ai pas dit en intro, hein, mais vous êtes dans 2 pays aujourd'hui dans le monde. Ouais. La France et les États-Unis. Donc c'est un départ à l'international pour le marché qui potentiellement est le plus complexe, ou en tout cas pas le plus évident à aborder. Alors c'est vrai, alors on sait, on est sur le marché français, mais on laisse les pays limitrophes commander, on laisse l'Espagne, Belgique, tout ça commander, et on travaille déjà, en tout cas en Europe, avec pas mal de marques européennes. Il y a beaucoup de Nordiques qui ont des super marques. Espagne, Portugal, il y a des super marques. Et donc, on a déjà quand même cet aspect un peu international, même si nos clients en majorité sont en France. Et les États-Unis, il y avait un autre point qui nous a fait dire les États-Unis, c'est alors il y a une boîte qui s'appelle Faire.com, F-A-I-R-E, qui est un peu notre pendant B2B. Donc c'est une plateforme, donc c'est l'équivalent de Encore Store en Europe pour ceux qui connaissent, qui permet de référencer plein de petits créateurs. Et quand j'ai une boutique, plutôt que contacter chaque créateur, chaque marque et prendre les francos de port sur chaque, je fais toutes mes commandes sur Faire.com qui gère la logistique et le stock. Et en fait, Faire.com, c'est une très belle histoire. En 4 ans, ils ont monté plusieurs milliards, je crois que c'est 12 milliards de valorisation. Et ça prouve, enfin en tout cas ça nous a montré qu'il y avait un marché énorme sur la catégorie de marques qu'on adressait. Parce qu'on nous a souvent dit non mais vous êtes sûr, mais les profondeurs de stock, mais le nombre de marques, mais il y en a combien, c'est quoi le marché? Et en fait
eux, ils ont référencé, je sais plus combien de dizaines de milliers de marques déjà, qui sont quasiment toutes des marques qu'on pourrait présenter. Donc en fait, de se dire qu'il y a la profondeur, elle y est, de se dire qu'il y a un marché, il y est, et que les gens sont prêts à acheter ces produits, ils sont prêts. Donc en fait, on s'est dit, c'est magnifique pour nous. T'as deux manières d'y aller. Tu lèves 10 millions et tu embauches 100 personnes et tu construis un stock dans le New Jersey, ou tu vas en plus lean. Ouais, et on a pris l'option B de base parce que sur la partie financière, on n'a jamais été trop... on n'a jamais eu beaucoup de cash en fait. On a toujours fonctionné. Et je pense que limite, c'était pas plus mal. Enfin, tu vois, c'est toujours un peu frustré. Faire des bons choix. Mais voilà, c'est exactement ça. Cette force à faire des bons choix. Et donc, sur les États-Unis, on s'est dit, les modes de fonctionnement sont tellement différents, on peut pas arriver, projeter notre app, faire de la pub, ça marchera pas. Ça, on l'aurait peut-être fait, peut-être différemment, mais on l'aurait peut-être fait sur l'Espagne par exemple. Parce que ça se ressemble beaucoup plus, les mentalités fonctionnent à peu près pareil, en tout cas sur la consommation et sur l'e-commerce. Et donc les États-Unis, on s'est dit non, ce qu'on va faire, c'est on va projeter une petite équipe, on va essayer d'étudier vraiment comment ils fonctionnent, comment ils achètent sur Internet, les applications mobiles, c'est quoi leur rapport, leur méthode de paiement. Ils ont des méthodes de paiement assez différentes. Et donc, on s'est dit qu'on allait lancer progressif. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle en anglais soft launch, de se dire, en fait, qui correspond à un lancement. Enfin, ce qu'on disait au tout début, genre, il vaut mieux lancer 10 fois. Ça se trouve, on fera 10 soft launch peut-être. Le but, c'est de tester le marché. Donc là, ça fait 3-4 mois qu'on a une marque qui sort à peu près par jour sur les États-Unis. Alors, des marques américaines, des marques européennes ? Alors, c'est une très bonne question parce que on n'a pas encore la réponse sur ce qui va plaire. Donc, en fait, on fait passer beaucoup de marques locales, de marques américaines. On sait que les Américains ont une grosse affinité pour les marques européennes, les marques françaises. Ils y voient de la qualité, ils y voient... Et même nous, côté relation qu'on a avec les marques, il y en a plein qui sont en cours de lancement ou pour qui les États-Unis, c'est un marché intéressant ou qui sont déjà en train de faire des tests. Et on essaye un peu de rassembler tout ça, de se dire, pour l'instant, notre catalogue, il est assez... il y a un peu les deux. Il y a des marques américaines, il y a des marques européennes qui ont des distributions aux États-Unis. On veut essayer de garder le même service, donc les mêmes délais de livraison. On pourrait aujourd'hui faire passer 80% de notre catalogue en France aux États-Unis, payer un peu plus cher de douane, etc. Mais déjà la partie écologique, pas un truc qu'on valide. Et on préfère avoir une certitude si demain, et c'est possible, hein, si demain le produit c'est un catalogue majoritairement européen, on réfléchira avant sur comment on fait pour la logistique. Mais donc les marques que vous lancez sur Choose aux US ont des stocks aux US ? Ouais. Ou sont capables d'expédier 90%. Ok. 95%. Ouais. Donc du coup, ça fait 6 mois. Quels apprentissages et quels résultats ? Alors d'abord, quels résultats et puis ensuite les apprentissages ? Alors les résultats, donc en fait, on fait des commandes, on fait des commandes tous les jours, donc ça on est content. Et les résultats là-dessus, c'est qu'on a des cas d'usage qu'on n'avait jamais vus en France. Donc un exemple qui est tout bête, c'est que sur une marque de lunettes de soleil qu'on a lancée, il y a une personne qui achète 10 paires de lunettes de soleil. En France, on a fait passer plusieurs marques de paires de lunettes de soleil. Il n'y a jamais personne qui a acheté 10 paires. 10 paires. Et sur un échantillon qui est assez réduit par rapport au nombre de commandes qu'on a en France. Et donc, c'est creuser à chaque fois qu'il se passe quelque chose comme ça. Pourquoi ? Comment ? Est-ce que ton usage, c'est d'acheter 10 paires par 10 paires ? Et donc, le vrai apprentissage sur le fond, c'est qu'il y a un marché de marques. Donc, les marques sont hyper réceptives à ce qu'on propose. Elles sont réceptives aux deux côtés. Elles sont réceptives au côté US, elles sont réceptives au côté vous êtes une plateforme française, nous on aimerait bien un jour partir en Europe, vous pourrez nous servir de relais. Donc ça c'est très cool. Et donc on essaye d'avancer. Côté marque, on a des certitudes qui ont été validées. Côté utilisateur, on continue d'apprendre sur les usages. Et à partir de quasiment aujourd'hui, donc là on est fin août, à partir de septembre, on va lancer un petit peu plus de force de communication marketing pour essayer d'intensifier tout ça pour les périodes de fin d'année. En pratique, le lancement, ça s'est fait comment ? D'un point de vue Ops ? Alors d'un point de vue Ops, donc on a recruté quelqu'un qui était chargé de lancer déjà le pays. Ça, je pense, c'est la meilleure. En France ou aux US ? Il était en France et c'est le premier à être parti aux US. C'était un Français, très bonne école de commerce, si ce n'est la meilleure, du conseil en strat, etc. Et
l'inverse de nous sur la rigueur. On n'est pas, enfin tu vois, autant on va créer plein de trucs et tout, c'est pas d'être rigoureux et de te mettre un petit peu la tête dans les sujets que t'aimes pas de manière très carrée, de tout comprendre. Ça nous a fait beaucoup de bien pour nous organiser en France. Et donc il a passé un peu de temps déjà pour comprendre comment marchaient les opérations en France, et il a dupliqué le modèle sur, donc il s'appelle Thomas, je le salue, et il a dupliqué le modèle aux États-Unis. Lui, ses principales problématiques, ça a été de l'admin en fait. Les visas, c'est très compliqué de shooter des personnes aux États-Unis. Donc on a des recrues natives américaines, mais on a aussi accompagné, on a pris 1 ou 2 VIE, on a du détachement de 2 ou 3 personnes aussi, et l'idée c'est de constituer une petite équipe d'une dizaine de personnes qui soient capables d'être assez solide sur ses appuis. Quel type de profil ? Donc il y a alors l'aspect quel type d'expertise plutôt que profil, enfin tu vois, plutôt comme tech. Alors tech, on a décidé de tout garder en France. En gros, ce dont on a besoin comme profil sur place là-bas, ça va être de la chasse de marque, donc une petite équipe commerciale. Ça c'est le numéro 1, donc il va y avoir 4-5 personnes qui vont être chargées de chasser les marques. Et en fait, on avait l'impression, en étant ici, de connaître hyper bien le marché américain. Tu vois, on faisait des listes de marques, et en fait, là-bas, on a rencontré des gens qui faisaient les sélections pour les grands magasins, etc. Ils nous balançaient des listes de 100 marques, on n'en connaissait aucune. On était là, ok, on connaît peut-être pas très bien le marché américain. Et donc, beaucoup de sens d'avoir une équipe sur place. Et ensuite, tu as un petit peu d'ops qui accompagne les marques pendant les ventes, donc CSM. Et c'est à peu près tout, si je dis pas de bêtises. Ok. Comment est-ce que tu lances la machine aux US sur les téléchargements? Vous êtes à... J'ai pas posé la question d'ailleurs, vous avez combien de téléchargements aujourd'hui? Alors, je vais te répondre très honnêtement, c'est qu'en fait, c'est tellement un chiffre qui ne sert à rien que je ne le connais pas. Je pense ce qui compte, c'est les utilisateurs actifs et même voilà, beaucoup plus que... Alors comment tu lances la machine? Alors on a lancé, alors déjà en faisant un peu des user tests avant de lancer, on avait une micro-communauté un peu américaine. Donc eux, on leur a dit ça y est, on lance. On a donné pas mal de crédits, de coupons à utiliser pour tester la machine. Enfin, la première commande, c'est un coupon, quelqu'un qui utilise pour voir si tout fonctionne, etc. Si les marques sont capables aussi de respecter les délais, si c'est des bonnes élèves ou pas. Donc a priori, ce sont de très bonnes élèves. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et on a essayé un petit peu on a fait une petite com sur notre Instagram français, mais ça a été très ça a été très fin, et on va accentuer un petit peu plus, je pense, sur de la micro-influence ou à partir de septembre. Voilà. Ok. Écoute, on fera un catch-up dans 1 an et tu me raconteras ce lancement. Plaisir. Je t'ai pas posé la question des levées de fonds. On en a un peu parlé tout à l'heure du financement au début, mais vous avez levé? Oui. On a levé plusieurs fois. C'est pas public, je crois pas. Mais on a levé une fois dont j'ai parlé en Love Money, on appelle, donc avec des gens de la famille ou des proches amis. On a fait une levée avec des business angels, donc notamment avec Antoine de Zenly à ce moment-là, et on a fait une autre avec des institutionnels, donc le fonds One Ragtime et le fonds Venture de la BPI, qui s'appelle Venture Digital, et voilà, qui nous accompagne, et on a des relations très importantes et très fortes avec tous ces acteurs-là. C'est vrai qu'on pose souvent la question quand on parle d'investissement, et alors ils vous demandent de faire ça. Bah non, on fait a priori on fait à peu près tout ce qu'on veut, parce que ça a toujours du sens sur la vision et le plan en fait qu'on soutient tous ensemble, et ils ont aucun intérêt à nous mettre des bâtons dans les roues ni à nous poser des problèmes, donc ça se passe vraiment très bien. Cool. J'ai un doute affreux, mais One Ragtime, il est pas à cheval entre la France et un autre pays? Alors, il me semble qu'ils ont des équipes en Espagne, si je dis pas de bêtises. Ok. Cool. Écoute, Vincent, c'était passionnant. Merci infiniment pour ce partage. J'ai compris, et vous l'avez compris aussi, chères auditrices, chers auditeurs, que toi, tu as plus une casquette sales, ops, client, et Timothée plutôt com et marketing. Exactement. Si ça te dit, dans 1 an, on se fait un catch-up avec toi et Tim. On fera les deux, et puis tu me raconteras 1 an et demi aux US, et lui me racontera les principaux leviers d'activation. T'allais dire quelque chose? Non, pas du tout. J'ai un dernier point que j'aimerais bien aborder, mais qui n'est pas très e-commerce, mais qui m'intéresse. Oui. C'est le scale. Oui. Mais t'allais dire autre chose?
Non, Ok, très bien. Vous êtes passé, donc, je le disais tout à l'heure, vous étiez 7, 6, 7 au moment où vous opérez ce pivot il y a 4 ans. Aujourd'hui, vous êtes 80. À la fin de l'année, vous serez une centaine. Oui. Comment Pourquoi alors pareil, c'est pas des choses que tu as apprises en école d'ingé, ça? Non. Alors moi, j'ai une petite bible que je recommande tout le temps et que je donne à tous les nouveaux managers, qui est Dream Team de Ludovic Giraudon. Donc Ludovic Giraudon qui a notamment travaillé dans le réseau Entreprendre et qui a pu rencontrer plein de managers et de créateurs et de fondateurs, fondatrices, etc. Et qui fait un best-of de toutes les pratiques sur l'onboarding, sur le recrutement, sur la formation, sur la gestion des rendez-vous, etc. Et ça a été un... Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pris en référence sur l'aspect recrutement et notamment la gestion de... Enfin, le recrutement, je pense, c'est un des trucs les plus importants. Et chez Choose, l'équipe, je l'ai pas dit encore, et c'est sympa d'avoir la fenêtre pour le faire. L'équipe, c'est le cœur de notre activité. On est entouré de gens brillants. On est très content et très fier d'avoir réussi à attirer. Et je pense que ça... En fait, on n'a jamais vraiment travaillé notre marque employeur. Mais quand tu venais chez nous et quand tu fais aujourd'hui un entretien, on essaye d'être vraiment très... on n'a pas 7 étapes de recrutement, par exemple. Donc, notamment ce que dit Ludovic dans la méthode qu'il utilise. Donc, c'est la méthode de la scorecard qui permet de, quand tu lances un recrutement, un métier, de dire, bon, ben voilà, je cherche un business développeur. Quelles sont les qualités d'un business développeur? Donc, tu as les qualités soft skills et hard skills. Donc, les trucs qu'il doit vraiment savoir faire et les trucs qui sont un peu plus dans son caractère. Et donc ça, on l'a appliqué un peu à la lettre. On s'est dit, ok, un business développeur, il doit être rigoureux, il doit être optimiste, il doit être ci, il doit être ça. Et sur chaque point, on a un petit peu... on a mis à l'intérieur du process de recrutement et à l'intérieur des différents entretiens des points pour vérifier ces infos-là. Et aujourd'hui, on est capable de filtrer très rapidement avec ce tamis, quoi. On est très confiant, en tout cas, de notre filtre de sélection. Et ça nous permet, je pense en tout cas, d'avoir attiré des super profils et de continuer à le faire. Donc ça, c'est vraiment Dream sur l'aspect Team, c'est très important. Dont tu parlais de Ludovic Giraudon. Alors c'est pas sur ma table de chevet, mais c'est sur mon bureau. Super bouquin que je vous recommande aussi. Et du coup, beaucoup d'apprentissage en RH. Bah oui, parce que déjà on n'avait pas de RH et le conseil que toutes les boîtes qui avaient 50-100 personnes nous disaient, c'était RH le plus tôt possible, RH le plus tôt possible. On l'a eu assez tôt, je veux dire à 20-30 personnes, enfin assez tôt par rapport à cet échantillon-là. Et j'ai l'impression que c'est primordial. Enfin, dès que tu sens que tu vas avoir de la croissance à partir de 15 personnes ou à partir de 20 personnes, il y a tellement de sujets à traiter. En plus, quand tu passes des limites légales de 50 personnes, etc., tu as encore plus de sujets qui se rajoutent. Tu dois penser à des sujets qui n'étaient pas des sujets il y a 3-4 ans, notamment la formation, l'évolution de tes talents. Et tout ça, si t'as pas d'équipe RH, je trouve ça vraiment hyper difficile à mener. Et vu que c'est un point ancré chez nous, je pense qu'on met aussi les moyens derrière. Et donc, je te disais, on travaille pas notre marque employeur, mais en fait, c'est l'interne et qui l'a fait travailler pour nous, quoi, la culture de la boîte. Hyper intéressant. Vincent, merci infiniment pour tout ton partage. J'espère, chères auditrices, chers auditeurs, que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à contacter Vincent, il est disponible sur LinkedIn, Vincent Dupuy, D-U-P-U-Y, et puis surtout à télécharger Choose sur votre App Store préféré. Si vous avez une petite marque, ou une grande d'ailleurs, une immense marque, n'hésitez pas à contacter, une colossale marque, n'hésitez pas à contacter non plus le Choose. Pour faire qu'est-ce qu'on dit, une vente, une collaboration, un partenariat. Et félicitations pour cette belle croissance. Je disais en intro, pardon, c'est moi qui le dis, entre 10 et 20 millions de CA, donc de GMV, grosse, de vente en gros sur l'app. C'est beau. Alors, tu peux me donner un ordre de croissance, un ordre de grandeur de ce que vous avez fait en 2020? Donc 2020, tu m'as dit x3, x4 tous les ans. Ouais, à peu près. Aussi sur la GMV. Ouais. Ok. Et écoute, je te souhaite un 3 x 4. L'année prochaine, ça va commencer à devenir gros, là. Ouais, c'est déjà très gros, félicitations. Mais... Bref, merci infiniment pour ton temps, chers auditrices, chers auditeurs. Vincent Dupuy sur LinkedIn, ou Timothée et Thibaut, ses associés. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.
Salut Vincent. Merci, salut. Salut à toutes, salut à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.